Zénère démission scandée par un millier de travailleurs, c'est sans doute le moment fort de l'Assemblée générale de ce matin aux forges de Clabec. Témoignage que le courant n'est pas passé après une semaine de négociations entre les organisations syndicales et les curateurs des forges. Le président de la curatelle, Alain Zénère, a donc été particulièrement visé et les travailleurs ont réclamé sa démission. Il est au Parti libéral et c'est un homme de même, Louis Michel. En résumé, les réponses écrites apportées par les curateurs aux 6 questions syndicales sur les modalités sociales et techniques de la reprise n'ont pas convaincu. Ainsi, les conditions de prépension à partir de 50 ans pour quelques 348 travailleurs sont jugées d'un flou inacceptable, tout comme celle du réengagement de 1387 personnes sur les 1800 actifs actuels. Pour ces derniers, les contrats de travail seraient signés pour un mois, les salaires seraient maintenus, mais hors avantage et sans protection particulière. Et puis, lors de l'Assemblée, Roberto D'Orazio a rappelé la marche pour l'emploi le 2 février prochain à Tubize. Clabec ne doit pas être un problème isolé, a-t-il dit, mais bien le symbole d'une société à la dérive. Une autre Assemblée générale du personnel est programmée le 18 janvier. À l'issue de celle-ci, une action des travailleurs semble bien se dessiner. À un moment donné, la sidérurgie, ça n'allait pas bien. Au fait, globalement, la production mondiale, il plafonne. Le système capitaliste s'est fait comme ça. Si demain on découvre que les chaussettes, c'est les produits qui se vendent le mieux, tout le monde fait des chaussettes, à la fin, on ne peut pas manger les chaussettes, il y a trop de chaussettes, il faut bien supprimer les soucis les fabriques à chaussettes, parce qu'il y en a des trop. Et puis on découvre un autre truc qui ça va très bien, tout le monde y va dedans, il arrive à la surproduction, parce que le système capitaliste fonctionne comme ça. Et puis, c'est la surproduction qu'il faut supprimer. Donc, ce n'était pas une question qui... Les gens ne travaillaient pas bien. C'est que les marchés n'arrivaient pas à absorber la production de la sidérurgie mondiale. Ce n'est pas qu'on n'en avait pas besoin, ce n'était pas vrai du tout. Il y avait des gens qui grattaient la terre avec leurs mains. Ils n'avaient même pas un clou. Sous la terre, si on regarde un peu le géopolitique, il y avait des gens qui n'avaient même pas une pioche. Donc, ce n'est pas qu'il y avait trop d'acier. Il y avait trop d'acier pour les marchés. Pour les marchés, mais il n'y en avait pas assez pour satisfaire les besoins de l'humanité. Donc la question c'était qu'il fallait fermer des entreprises. Lesquelles? Ceux qui se laissaient faire. Et D'Orazio, il disait, écoute, ça n'a pas de sens d'aller à 100 occuper la gare ici et de nous faire matraquer par les flics. Si on sort tous ensemble. On ne va pas faire des petites conneries comme ça qui vont pouvoir servir pour essayer de nous criminaliser. On va par contre essayer de s'assurer que quand on sort, c'est clair qu'on est tous là, qu'on a une communauté derrière nous, et que si on est attaqué, ce n'est pas simplement 100 radicalisés qui sont attaqués, mais que c'est vraiment une communauté qui est sous attaque. On avait compris que les gens des forces étaient tellement fâchés qu'il fallait faire attention, que c'était dangereux aller quelque part avec eux. Et pour conforter cette situation, pour essayer de ne pas être dangereux et stérile, il nous faudrait nous entourer du maximum des forces sociales dans le pays. Donc on s'est pris 2 mois de temps pour préparer une grande manifestation. Mais entre-temps, on faisait des petites actions pour préparer la grosse manif. Donc on faisait peut-être une manifestation à Tubize pour dire tel jour, il y a une manifestation. On faisait quelque chose. Donc, 2 fois, on a envoyé 600 travailleurs des forges partout en Belgique, avec 10 autocars. Un autocar par ville, comme ça. Les gens, ils se divisaient par groupe de 4-5 personnes. Et sur un jour, on distribuait 500 000 tracts. Donc, un demi-million de tracts. Mais fait par les travailleurs de l'usine, pas par le syndicat national, par nous, parce que le syndicat national, il s'est méfié de ce qu'ils sont en train de faire ces gens. Bon, on était déjà en contradiction avec eux. Dans le flot des marcheurs, beaucoup de familles, le retour des valeurs semble être une motivation essentielle dans le déplacement d'hier, devant l'absence d'avenir économique, qu'au moins les balises familiales soient de vrais repères.
Oui, je suis commerçant depuis 15 ans à Tubize et je pense que nous sommes tous concernés, commerçants, ouvriers, employés. On est tous dans la même situation. On espère qu'une chose, c'est qu'il y ait un grand changement, parce qu'il est temps que ça bouge. Vous êtes agriculteur, pourquoi est-ce que vous êtes venu ici à la marche? Nous voulons être solidaires avec les ouvriers de Clabec et avec tous les ouvriers du pays, parce que nous sommes que des ouvriers aussi. Nous sommes occupés à nous tuer tous. En agriculture, ça ne va pas mieux qu'à Clabec. Tous les jours, il y a 5 fermiers qui disparaissent. C'est une présence donc symbolique pour encourager donc, la marche pour l'emploi, bien sûr, et pour un petit peu montrer aussi la jeunesse maghrébine ici au niveau de la commune de Tubize. C'est une marche pour l'emploi, multicolore, multilingue, votre présence ici? Oui, nous venons tous de la Flandre, de Gand, d'Anvers, de Bruges, de tous côtés, parce qu'on est solidaires avec les ouvriers de Forge Clabec, parce que leur problème c'est notre problème. Si on ne fait pas des choses très importantes, fondamentales, oui, on perd si beaucoup d'emplois, c'est plus sérieux, la politique comme il est fait maintenant. Il faut que ça bouge. Il faut que ça bouge et les gens laissent voir qu'il faut bouger. Je retrouve ici une vitalité citoyenne qui m'impressionne beaucoup et je crois que c'est important. J'étais un peu réticent il y a quelques mois pour la marche blanche. Je le suis plus du tout maintenant. Je crois que les citoyens prennent leurs responsabilités devant une économie qui n'est plus contrôlée par la politique comme ça devait être. Et c'était ça l'objectif de ma participation. Le combat des travailleurs de Clabec, la lutte pour l'emploi en général ont mobilisé tous les citoyens. Certains sont venus de Flandre, d'autres de l'étranger. Ça vous arrive souvent de passer des frontières pour aller soutenir les travailleurs d'autres pays? Oui, oui, je fais partie d'une internationale ouvrière qui s'appelle Militante et dès qu'on peut, on fait des échanges, parce que pour nous, il n'y a pas de frontières réelles, quoi. Nous, les ouvriers en Belgique ou les ouvriers en France ou en Allemagne, en Angleterre ou même dans tous les coins du monde subissent les mêmes attaques de la part du patronat. Donc pour nous, voilà, on est internationalistes et c'est pareil, quoi. Les travailleurs des forges rentrent chez eux, mais le feu n'est pas encore éteint. La lutte à Clabec est loin d'être terminée. La détermination et l'enthousiasme, il est triplé, quadruplé, centuplé. Face à la marche blanche, d'une année auparavant, ils avaient d'ailleurs invité les parents à participer avec eux parce que selon eux, ce qui était arrivé aux parents, ce qui était les excès du système, ce qui était toutes les magouilles et toutes les pourritures qui se produisent dans la marche du système, c'était en train de filtrer petit à petit dans le centre du système de la production même. Et c'est pour ça qu'ils ont appelé leur fameuse marche la marche multicolore pour réagir à ça. Et puis voilà, on attendait une solution. On mobilise 70 000 personnes, on espère que les politiques qui interviennent pour résoudre le problème. Et les politiques, les jours d'après, tous disparus. On téléphonait, oh, il n'est pas là, il est malade. L'autre, il était en congé. Tous étaient tous partis faire un voyage autour de la Terre en avion. Mais pas s'approcher des forces. Tous étaient partis. Les dirigeants de FGTB, les dirigeants de la CSC, les dirigeants de l'État, tous partis à faire des voyages en avion, ils tournaient autour de l'équateur. Ils ne s'occupaient pas. Donc ils nous ont laissés dans l'espoir qu'on allait imploser. Vous voyez que c'est une implosion, c'est le contraire d'une explosion, mais je crois que c'est le même effet. On était à ce moment-là pas encore dans la crise économique où l'on est aujourd'hui. On était encore dans l'idée que, oui, il y avait quelques points faibles dans l'économie. Il y avait Clabec qui était fermé. Une année plus tard, il y avait l'usine de Renault qui fermait. Avec les travailleurs de Renault, ils ont d'ailleurs fait tout pour éviter qu'ils se mettent trop en liaison avec les travailleurs de Clabec. Ils les ont fait manifester à Paris, à Arras, où il y a une usine Renault. Ce qui était en train de se faire, c'était essayer de dévier l'attention, faire un peu des mobilisations qui n'aboutissent à rien, dévier l'attention de la lutte à Clabec pour qu'il n'y ait certainement pas une unification de ces deux luttes, et en fait instrumentaliser une idée qui est en soi une bonne idée, c'est-à-dire la solidarité internationale, mais l'abuser
pour la tourner dans son contraire. Normalement, quand on met en avant la solidarité internationale, c'est pour renforcer la lutte que l'on est en train de faire, pas pour dévier la lutte qu'on est en train de faire. Ils ont fait une réunion, tous les politiciens du pays les plus en vue, à l'étranger. Parce qu'ils savaient pas qu'on aille les chercher. Ils sont cachés quelque part dans un château, peut-être au Luxembourg, c'est pas moi. Ils ont fait une réunion et ils ont défini eux-mêmes une convention, un accord, sans la délégation, quoi. Sans les travailleurs, ils auraient fait tout un truc qu'on n'était pas d'accord. Donc, ils avaient mis de côté la délégation, ils avaient mis de côté les travailleurs, et eux-mêmes, ils avaient bricolé un machin, un document qu'ils ont fait diffuser par la presse, ils l'ont envoyé à tous les travailleurs. Les travailleurs se sont prononcés par référendum sur ce document, ils l'ont rejeté par référendum. Et puis, on devait faire une action. Sans savoir où on allait, on a fait un communiqué de presse, et on a dit, voilà, on a demandé 10 autorisations de manifester. 10 autorisations. On a demandé autorisation. Aller à l'aéroport, aller à la gare du Midi, aller sur l'autoroute, aller à Liège voir les autres sidérurgistes. 10. On avait demandé 10 autorisations. Le ministère nous a appelés, ils nous ont dit, vous avez une stratégie extraordinaire. Parce qu'en fait, on brouillait les pistes. On ne pouvait pas aller à des endroits différents. On le faisait croire qu'on était 100 fois plus fort qu'on l'était, effectivement, on n'était pas fort du tout, et on le faisait croire qu'on était fort, ici, c'était pas vrai. Et finalement, les jours de l'Assemblée, au matin on a fait l'Assemblée, on a fait voter au personnel, parce que nous on ne faisait rien sans que les gens s'expriment, de venir occuper l'autoroute ici à Vautier-Brest. C'était vraiment une force qui était en train de se construire et qui faisait que la direction syndicale n'avait plus totalement l'emprise sur leurs membres. Et il y avait une certaine panique qui commençait à se former là. Et c'est là qu'ils ont décidé, cette fois-ci, on va tendre un piège. Les travailleurs de Renault, ils avaient eu la permission d'aller bloquer la gare TGV à la gare du Midi. Et les travailleurs de Clabec avaient dit, mais pourquoi est-ce que nous, on ne fait pas quelque chose comme ça? Et ils avaient un accord avec la police qui pouvait aller bloquer l'autoroute qui passait à travers Tubize. Sauf que, quand ils y sont arrivés, il y avait la police qui s'était mise en embuscade. Hop, ils sont arrivés, la DSR, et nous a dit la manifestation est interdite. Je dis, tu as découvert ça tout seul. Il faut leur dire, ils sont là. Dis-leur que c'est interdit. Il ne faut pas me le dire à moi. Allez, il y a 1000 personnes super fâchées. Hein? Parce que tu es en train de les arnaquer depuis des mois. Tu ne trouves pas de solution sociale qui veulent avoir. Tu ne donnes pas de solution au problème. Et puis on manifeste et tout. Maintenant tu veux dire que c'est interdit. On me dit, dis-le toi-même que la manifestation est interdite. Évidemment, il téléphonait au ministère et dit ici ça ne va pas. Bon, ça. À ce moment-là, les soldats, la gendarmerie, ils sont sortis de tous les côtés, ils s'étaient cachés dans les bois, et ils nous ont attaqués. Mais même temps de tous les côtés. C'était environ 600, hein, peut-être, mais bien organisé, avec des camions, des machines, des autopompes, ils nous ont attaqués. Mais nous, on avait 6 bulldozers, on les a attaqués aussi. Non, ils se sont quand même un peu mal calculés avec ça, parce que malgré autopompes et malgré tout le matériel qu'ils avaient là, ils se sont probablement dit c'est à des étudiants qu'on a affaire. Mais là, ils avaient affaire à des travailleurs, avec 2 bulldozers qui étaient venus, avec des travailleurs qui ont donné une bonne raclée à la police. Et moi, je me rappelle, ce jour-là, le soir, le nombre de coups de téléphone que j'ai eu de jeunes que je connaissais auparavant, qui auparavant me disaient, oui, mais tu peux rien faire à la société, tout ça, qui disaient, se battre, ça n'a pas de sens. Et bien qui me téléphonaient et qui disaient, wow, t'as vu ce qui s'est passé à Clabec? C'est ça ce qu'on doit faire. Qui étaient prêts presque à sauter sur leur bulldozer s'ils en avaient un, pour aller, on a d'ailleurs en solidarité, parce que par après, une fois que le mouvement était fait, une fois qu'ils avaient trouver un repreneur, parce que ça c'est quand même aussi quelque chose à dire. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont été fermées.
À Québec, ils ont reçu des coups, ils n'étaient pas dans la mesure, ils auraient eu besoin du soutien de la structure officielle du mouvement ouvrier pour obtenir vraiment une vraie victoire, pour obtenir que la région ou le fédéral investisse. Évidemment, on s'est rencontrés dans une petite entreprise dans la Wallonie pour rencontrer cette nouvelle direction. La délégation a rencontré ces gens. Et ils nous ont dit, mais on ne va pas reprendre la délégation syndicale parce que les banques, ici, on vous reprend à vous, les banques ne font pas des lignes de crédit, donc on ne peut pas mettre les forges en activité. La seule condition pour que les forges soient remis en activité partiellement, c'est que les délégués syndicaux et tous les militants soient exclus du travail, donc de la réponse. Donc il y a eu 400 personnes, parce que la délégation syndicale, ce n'était pas rien que moi et l'autre qui ont été délégués, avec tous les gens qui étaient très actifs autour de nous, ceux qui étaient plus sensibles à la question sociale et politique, ceux qui étaient plus avancés, qui étaient autour de nous, ces 400 personnes étaient exclus du travail. Ils ont poursuivi 13 exemples dans cette lutte pour les traîner devant la justice, dans l'espoir de les condamner sur base de lois qui sont des lois qui datent de 1891. Il y a une de ces lois qui dit qu'inciter à l'insurrection, c'est quelque chose de punissable. Donc c'est cette loi qu'ils ont utilisée pour traîner Doraggio devant la justice. Et cela, ça a duré 10 ans. Et c'est pour des simples travailleurs, ils n'ont pas les moyens juridiques que d'autres ont. Ils n'avaient que la solidarité de leurs collègues qui allaient systématiquement devant le palais de justice manifester et tout ça. Roberto, il avait 56 chefs d'accusation, moi 26. On était accusés comme étant chef provocateur pour avoir créé tous ces problèmes, avoir attaqué ici, attaqué là. Il y avait tous les codes pénals qui nous avaient été mis sous le dos. Bon, moi, pour un peu, on est allé au tribunal, ça fait 5 ans ce procès. Les juges me disent, vous êtes chef provocateur. Je dis non, moi je suis chef mécanicien. Parce qu'entre-temps, j'avais monté les échelons sur 5 ans. Finalement, ils nous ont entretenus pendant 5 ans dans ces procès. Et nous avons été soutenus par la population et par les travailleurs de Belgique et par des progressistes, par des gens qui étaient politiquement de notre côté. Ils nous ont aidés financièrement pour faire face à ce procès. C'est un procès qui nous a coûté en argent belge à l'époque 5 millions. Ça nous a pris 50 ans. Et finalement, nous avons été tous acquittés. Mais politiquement très affaiblis, parce qu'il faut suivre pendant 5 ans dans les tribunaux, avocats, etc. C'est quand même un élément d'une lutte énormément exemplaire qui nous laisse quand même quelques expériences, c'est-à-dire en travaillant à travers Assemblée Générale, en essayant de récolter les solidarités et de l'organiser dans un mouvement pour le renouveau syndical. En flamand, c'est Beweging voor Vakbondsvernieuwing. C'est plus facile pour moi de prononcer ça que pour mes collègues francophones. Ils ont été capables de les mobiliser dans la rue et d'aller distribuer avec des tracts avec ça. Donc ils ont fait un effet de politisation. Ils se sont même présentés avec toute la gauche dans une liste debout aux élections européennes. Et cette liste debout, elle a quand même à Charleroi, si je ne me trompe pas, c'était 4 ou 4,5% qu'ils ont fait dans les élections. Ils ont, malgré le fait que l'époque était moins favorable qu'aujourd'hui, sur base de toutes ces méthodes de démocratie syndicale, d'ouverture à tous ceux qui veulent se battre, la volonté de se structurer, et quand l'appareil devenait un obstacle, même oser affronter et mettre de côté l'appareil et faire un appel directement vers les travailleurs, sur base de ça, ils ont quand même été capables d'obtenir des choses qui, n'étaient peut-être pas suffisantes, mais comparé à ce qu'on pouvait obtenir à ce moment-là, dans la réalité des choses, ils ont quand même réalisé une énorme lutte. Et c'est ces exemples-là, aujourd'hui, où ce n'est plus une entreprise à elle seule, mais où c'est une multitude d'entreprises qui sont touchées, où tu n'as plus, même dans les services publics, la sécurité d'emploi que tu avais auparavant. Aujourd'hui, où il y a des milliers et des milliers de jeunes
qui ne peuvent même plus espérer avoir un contrat à durée déterminée, où tu as tellement d'alliés dans la société, où le système capitaliste est beaucoup plus discrédité qu'à l'époque. La possibilité de s'organiser de cette façon-là, elles sont beaucoup plus fortes. C'est vrai qu'on a en face de nous une mondialisation, des multinationales énormément fortes, une Europe qui est utilisée comme une vraie parapluie par toutes les autorités nationales qui se cachent derrière pour dire « nous on ne peut rien faire ». On comprend bien, mais il n'y a rien à faire. Hein? C'est vrai qu'on a tout ça, mais à l'époque de Clabec, ça existait aussi. Ils ont compris qu'il fallait débuter la lutte et la résistance dans l'entreprise, l'éparpiller vers d'autres entreprises, de là faire un appel international et construire cette contre-force. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, tu fais cet appel international, l'effet que ça a, comparé aux moitiés des années 90, est énormément plus large. Dans la cour de la grande usine, les travailleurs sont rassemblés. Ça fait 8 mois qu'on leur serine les mêmes promesses et les mêmes regrets. On voudrait les voir fatalistes, baisser les bras et fermer les yeux, subir les lois capitalistes comme si elles venaient du bon Dieu. Tous en rang vers le bureau de pointage, fermer sa gueule et surtout rester sage. Mais à la fin du compte, on les traite de terroristes, ceux qui refusent la honte et veulent que demain existe. Continuer à faire le bilan de la société en disant que c'est pas juste ce qui se passe, en disant qu'il faut faire déposer. Vous pouvez déposer tous les amendements que vous voulez. Si vous croyez qu'ils sont en train de se tromper et que les conséquences d'aujourd'hui, c'est parce que le système est en train de se tromper, le système capitaliste ne se trompe pas. Lui, il a toujours continué son histoire. Nous avons abandonné la nôtre parce qu'il nous a fait peur à cause des dérives qu'elle a eues. Nous devons la reprendre là où elle est. Et un autre point, un tout petit point, venir me dire qu'il ne faut plus d'avant-garde pour la classe ouvrière ou pour les citoyens, je regrette. J'ai jamais entendu un truc aussi grave que ça. Ou bien l'autre, je ne sais pas ce qu'on fait ici tous, parce que c'est une avant-garde. L'avant-garde, c'est des gens qui se mobilisent de plus. C'est des gens pour lesquels le sentiment va plus loin. C'est des gens qui travaillent, des gens qui étudient, des gens qui sont dans la rue, des gens qui dédient leur vie à la classe ouvrière. Et s'il ne faut plus ça, parce que c'est ça que j'ai entendu en disant c'est fini l'époque de l'avant-garde, si on attend que toute la masse ouvrière se réveille en une seule fois, on va encore attendre longtemps. Ce travail, c'est à nous qu'il appartient. Ceux qui sont capables de se mettre devant, ceux qui ont plus de courage, ceux qui ont mieux compris, ceux qui ont dédié leur vie à avancer, ça va continuer dans l'avant-garde des citoyens et l'avant-garde de la classe ouvrière. Sinon, on va encore en baver, et je ne regrette qu'une seule chose, c'est que je vais en baver aussi. Merci.